Afro Diaspora Média, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Exprimez-vous, toujours s'exprimer en toute liberté. Et merci de faire confiance à cette émission à grand public. Exprimez-vous et surtout à la radio Afro Diaspora Média. Je sais maintenant, vous nous suivez de partout dans le monde. Vous nous suivez en direct de Vancouver, là où se tient notre studio principal. Vous nous suivez à Kigali maintenant. Vous nous suivez aussi ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Pourquoi pas à l'est du pays, là où est occupé par l'ennemi. Vous nous suivez à Bujumbura, vous nous suivez ici à Brazzaville, vous nous suivez à Londres, de partout dans le monde, nous sommes captés partout. C'est ce qui fait un peu notre joie, notre mission, c'est porter votre voix aux décideurs pour vous faire entendre. Exprimez-vous d'aujourd'hui, nous allons parler politique avec une thématique très bien définie, avec des invités de taille. Nous essayerons de décortiquer, de débriefer l'actualité du jour en République démocratique du Congo. Vous qui allez nous suivre sur YouTube, merci de vous abonner si c'est votre première fois. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour vous permettre à chaque moment que nous aurons émission, nous aurons programme ici à la radio Afro Diaspora Média, vous serez notifié pour bénéficier de ces programmes. Merci beaucoup à nos invités qui sont ici présents. La thématique, comme je l'ai dit tantôt, c'est dialogue entre Congolais. L'opposition joue tel au jet de l'ennemi. On va un peu se poser cette question. Aujourd'hui, l'opposition, il y a un peu des disputes dans l'opposition. Il y a un peu des tiraillements. Qu'est-ce qu'il faut quand le pays est en crise? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que l'opposition doit aussi faire, doit aussi apporter? On va aussi parler de quelques points aujourd'hui. Il y a eu un communiqué des États-Unis, des États-Unis qui demandent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur les atrocités à l'est de la RDC commis par les M23 et autres groupes armés. On va parler de beaucoup de choses. On va aussi parler de la diplomatie régionale et internationale de la RDC. On va parler de la voix de la RDC à l'international. On va aussi parler de la proposition de Félix Tshisekedi concernant les pourparlers qui se poursuivent à Doha. D'ailleurs, je signale aujourd'hui les deux partis, les M23 et Kinshasa, le gouvernement de la RDC, seront à Doha pour poursuivre les négociations. Nous avons Cédric Bachala, analyste politique et journaliste, que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, cher estimé Moïse. Bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs, justement, de Afro Diaspora. Merci aux co-débatteurs ici sur place. Le plaisir est pour moi, pour cette invitation que vous m'avez encore une fois renouvelée. Et on reste là pour parler au public. Très bien, merci beaucoup. C'est sa première fois aujourd'hui. Enoch Manoka, que je dis bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour l'invitation. Je salue également en passant tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent de part et d'autre. C'est pour moi un réel plaisir de rehausser de ma présence dans cette tribune pour que nous discutions ensemble des problématiques qui gangrènent notre pays. Parce qu'en tant que patriotes, nous avons cette responsabilité de participer à l'action patriotique en apportant notre plus-value en termes d'analyse. Et j'ai salué également le co-débatteur. Je pense que le débat sera teinté d'une objectivité à outrance parce que nous ne devrions pas ici analyser les questions d'État avec de subjectivité. Merci. Très bien, merci beaucoup. Il y a aussi Joël Nomba. D'ailleurs, c'est l'habitué de la maison. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, cher Moïse. Je dis également bonjour à mes co-débatteurs ici sur place, également à tous les auditeurs de Afro Diaspora, ouais. également aussi à tous les Congolais qui sont à l'est du pays, la partie occupée par le groupe armé AFC M23 qui ne cesse de s'aimer la désolation dans des familles congolaises, également aussi à toutes les personnes qui tiennent l'appareil de l'État qui veulent travailler avec honneur et avec probité. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Je crois qu'on va commencer par cette nouvelle. Selon quelques indications, les Félix Tshisekedi, les clans Tshisekedi rejettent la proposition du Qatar de co-gérer avec les rebelles dans les Kivu pendant 5 ans. Baron Bachala, votre analyse. Merci beaucoup, cher estimé Moïse. Je vais commencer par dire qu'il revient au président de la République en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, mais commandant suprême des forces armées de la police, de prendre des décisions allant dans le sens de protéger sa population. Et donc, nous tous, nous savons qu'à Doha, tout ce qui se passe sont des pourparlers avec les rebelles, ceux-là qui ont accepté de toucher aux armes
tuer la population. Mais à un certain moment, on s'est dit, on ne doit pas laisser cette population vivre les calvaires. On doit prendre le temps de parler avec ces gens. Ceux-là qui ont touché des armes, les rebelles, l'AFC M23 et les autres. Alors, dans cette optique, le chef de l'État a pris l'initiative d'accepter les insistances de plusieurs chefs d'État que non, voilà, où la RDC doit accepter de négocier avec les rebelles du M23. Quand bien même certains disent que le chef a pris cette décision tardivement, tout ça, c'est pas un problème. Le plus important, le chef a pris quand même la décision, a accepté de parler avec les rebelles. Alors, maintenant, face aux rebelles, ils nous présentent des revendications. Ils présentent même certaines recommandations allant dans le sens de bafouer justement la légitimité de l'intégrité plutôt de la République démocratique du Congo. En tant que protecteur de la nation, mais qu'est-ce qu'il doit prendre comme décision? Il a l'intérêt justement de sauver sa patrie. Et s'il a pris une décision disant peut-être qu'il ne va pas accepter les propositions des rebelles du M23, Mais c'est son pouvoir. S'il ne va pas accepter les propositions des M23, mais pourquoi aller en dialogue avec eux? Parce que quand on parle des consensus d'un dialogue, sûrement, vous allez gagner quelque chose et perdre l'autre. Justement. Il savait ça et pourquoi aller et ne pas accepter les propositions? Principe normal. Mais il faut savoir que dans les recommandations, quand déjà ça touche à l'intégrité du territoire national, on ne doit pas dire c'est parce qu'il faut perdre et gagner. Là, il s'agit bel et bien de la superficie de la République démocratique du Congo. Mais on parle de la cogestion, donc le gouvernement central gère en connivence avec les rebelles du M23. Des fois, on joue sur les mots. On joue sur les mots quand on parle de la cogestion. Il faut savoir, on gère avec les rebelles en guise de quoi? Sous quel statut légal on doit co-gérer avec les rebelles du M23? Voilà pourquoi j'aime revenir sur l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa. Lorsqu'il a touché aux armes, c'était quoi ses revendications? Et aujourd'hui, il accepte justement de dire qu'il est sous dictat justement du Rwanda et il veut co-gérer la République démocratique du Congo avec le gouvernement en place. Ça n'a pas de sens. À mon humble avis, en tant qu'analyste, je trouve légale la décision du président de la République. Et je salue d'ailleurs, en tant que patriote, justement. Très bien. Merci beaucoup, Enoch Manoka. Discussion pour parler des Doha, les revendications des M23, la recherche de la paix du gouvernement de Kinshasa, de la République démocratique du Congo, bien sûr. Est-ce qu'il y a un plan B? Sinon, qu'est-ce que le gouvernement, en dehors, ou pour confronter, entre guillemets, les propositions ou les revendications des rebelles, qu'est-ce que le gouvernement doit mettre en place comme plan B pour récupérer, bien évidemment, nos territoires conquis par l'ennemi? Voilà, merci de la question. Je pense qu'il faudrait partir d'une analyse géopolitique et géostratégique. Très bien. Partant de l'histoire politique de notre pays, la République démocratique du Congo commet toujours cette erreur stratégique qui consiste à pouvoir compter sur le même parrain que ceux de nos ennemis. Très bien. Parce que nous sommes en confrontation avec la République rwandaise, qui dans une certaine mesure est parrainée par certains autres États au niveau mondial. En l'occurrence, les États-Unis d'Amérique ainsi que le Qatar. On prend le Qatar, on le met médiateur dans le conflit qui oppose la République démocratique du Congo et le Rwanda. Déjà sur le plan de la géopolitique et la géostratégie, ça pose problème. Parce qu'on ne peut pas être un État et se confronter avec un autre État et que l'on mette en exergue le parrain qui vous soutienne et qui soutienne le Rwanda. Encore que ces parrains ont plus d'affinité avec le Rwanda que nous. Je vous rappelle que le Qatar avait investi récemment 8 milliards au Rwanda. Posons-nous la question. En termes d'intérêt, quel est l'intérêt que le Qatar aura si, en termes d'accord qu'on va prendre avec le rebelle du M23 qui sont soutenus par le Rwanda, que les avantages reviennent à la République démocratique du Congo? C'est également ça le problème. Deuxième problème, il faut voir l'aspect du narratif qui a été implémenté par le président de la République dès les débuts de ces conflits. Au départ, il était question ici de ne pas discuter avec le rebelle du AFC M23. Nous sommes partis à Washington avec l'intention de discuter avec le Rwanda parce que pour nous,
nous avons estimé que c'est le Rwanda qui nous agresse par l'entremise de certains Congolais de mauvaise qualité, comme on le dit actuellement. Mais fort malheureusement, après cette discussion, on nous demande encore de revenir au niveau de la sous-région par l'entremise du Qatar pour discuter avec le rebelle de l'AFC M23. Entre-temps, en interne, on ne veut pas implémenter un dialogue qui nous permettra d'analyser les causes profondes de la crise au niveau interne. Troisième des choses également, il faut voir la technique qui est la plus hésitée par le parrain de l'AFC M23. Si vous prenez le Rwanda, il y a une technique de talk and fight qui consiste pour un groupe rebelle ou un État, en cas d'une guerre, de pouvoir négocier et en même temps combattre. C'est la même technique qui a été utilisée par Kagame lorsqu'il était opposé au président Habyarimana et qui l'a permis à conquérir le pouvoir. C'est la même technique qui a été utilisée par M. Yoweri Museveni lorsqu'il était opposé à Obote et qui l'a permis de conquérir les pouvoirs. Si ici à Kinshasa, on analyse la situation comme quoi il faudrait seulement se baser sur le processus de paix, je pense qu'on sera surpris de voir que les rebelles peuvent, dans une certaine mesure, arriver jusqu'à Kinshasa ici. Il faut que le plan B du président ne soit pas le plan d'une nouvelle négociation. S'il y a plan B, il faut que ce soit un plan B qui permettra à la République démocratique du Congo, s'il y a lieu, de redonner une image à cette armée pour qu'elle puisse affronter l'AFC M23 et au besoin, la chasser du territoire de la République démocratique du Congo. Parce qu'ici, il est question de rapport de force. Tant que la République démocratique du Congo ne donnera pas l'impression d'être forte sur terrain, l'AFC M23 viendra dans la table des négociations avec des prétentions de vouloir plus que les autres. Comment Enoch, la RDC donnera l'impression d'être forte sur terrain quand le gouvernement aujourd'hui décrit plutôt l'infiltration de l'armée, entre guillemets. Comment une armée infiltrée qui n'arrive pas à conquérir certains territoires peut donner l'impression d'être fort sur le terrain? Voilà, je pense que ça également, ça relève d'une contradiction sur le plan du narratif, parce que le chef de l'État au départ nous avait renseigné, nos populations, qu'il avait trouvé une armée forte et une armée bien assise. Et c'est par après qu'on nous apprend encore que c'est une armée qui a été infiltrée. Donc je crois, pour ma part, que sur le plan de la géopolitique et la géostratégie, on avait commis la plus grosse erreur de compter sur les États-Unis, parce que jusqu'à preuve du contraire, les accords qui ont été implémentés jusque-là par l'entremise de la médiation des États-Unis ne sont pas sortis des mécanismes qui peuvent nous permettre d'être garantis sur le respect des clauses de ces contrats ou de ces accords-là. Parce qu'aujourd'hui, dites-moi, si dans l'accord, la déclaration de principe, il est bien dit qu'il faudrait que l'on respecte la restauration de l'autorité de l'État dans l'étendue du territoire national. Or, l'AFC M23 vous demande qu'elle doit co-gérer une partie du territoire de notre pays avec notre gouvernement central. Est-ce que c'est cela le respect de l'autorité de l'État? C'est dans une certaine mesure violer la déclaration qui a été implémentée par eux-mêmes. Vous prenez les cas aujourd'hui, il y avait une déclaration qui a demandé à ce que le parti puisse cesser le fait. Mais on voit l'AFC M23 conquérir certaines parties du territoire. Ça prouve à suffisance que l'AFC M23 n'est pas un acteur qui respecte ses engagements. Autant qu'on a un adversaire qui ne respecte pas les engagements, autant qu'on doit aller dans les terrains où on doit faire montre de notre force. Est-ce que vous pensez c'est pour parler des Doha, c'est juste c'est un pacte d'hypocrisie que les deux parties se mettent pour, entre guillemets, trouver une solution qui ne sera jamais sur place? D'ailleurs, en sociologie politique, on dit que les faits sociaux sont totaux et globaux. Et en communication, on dit que les faits sont saillants et l'interprétation est libre. Le fait nous renseigne que sur terrain, l'AFC M23 est en train d'engager certains territoires et qu'on ne peut pas compter sur la bonne volonté de ces gens-là. Je crois que la République démocratique du Congo doit prendre son destin en main. Il n'est pas question ici de faire des narratifs comme quoi on a conclu un accord. La grandeur d'une république se résume également par sa capacité à confronter l'ennemi dans le terrain de la force. Tant que nous allons rester un État qui a pour ambition qu'à chaque fois qu'il y aura des conflits, que l'on vienne négocier avec ceux qui dégradent la paix dans notre pays, rassurez-vous que ça ne va pas donner la grandeur à notre pays. D'ailleurs, aujourd'hui, pour citer, on a l'impression que depuis 1960, donc prenons les années 90, depuis les années 90 jusqu'à ce jour, nous sommes dans une sorte de cercle vicieux. Les mêmes acteurs qui créent les conflits reviennent à la table des négociations et mettent en exergue leurs intérêts et entrent au gouvernement de la République démocratique du Congo. Et après, vous verrez ces mêmes personnes aller encore faire la rébellion. Je pense que M. Cédric s'est questionné sur la volonté ou les éléments qui ont permis à Corneille Nangaa de pouvoir faire la rébellion.
si vous lisez, vous allez voir que ce sont les intérêts personnels. Donc, vous En pensez réalité. au-delà du Rwanda, c'est un problème purement congolais. Il y a aussi un problème, mais je vous dis que le problème est multidimensionnel. Au-delà du fait que le Rwanda n'a profité que d'une fissure au niveau de notre maison qui est la République démocratique du Congo pour entrer. Donc, au-delà du fait que nous devions discuter avec le Rwanda, sur le plan interne également, on doit analyser les causes profondes de nos différentes crises. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tant que nous aurons toujours cette façon de voir les choses qui consiste à aider ceux qui créent l'insécurité au Congo à devenir des grands acteurs politiques, rassurez-vous que le pays ne va pas avancer. Parce que 90% des acteurs politiques de notre pays sont, entre guillemets, ceux qui ont confronté dans une certaine mesure ou ont été dans une rébellion. Très bien, On ne va merci. pas citer ici le nom de personne. Très bien, merci beaucoup, Joël Nomba. La question se pose du côté des Doha. Il y a dialogue, il y a pour parler. Les deux parties sur terrain ne respectent pas les déclarations signées là-bas à Doha. Il faut la paix. Le président de la République rejette catégoriquement la cogestion des rebelles et le gouvernement congolais. Vous pensez qu'à Doha peut sortir la paix? Merci beaucoup, cher Moïse. Mais j'aimerais d'abord remercier mes co-débatteurs. Une fois n'est pas coutume. Ici, il faut dire que l'État est une personne morale Très bien. détentrice du pouvoir public. Et donc, l'État a pour mission de dissuader. Et lorsque vous lisez la Constitution, à son article 69 de la Constitution 69, la Constitution donne au chef de l'État la vocation de faire la guerre. Comme disait mon grand frère Bernard Milingagno, qui disait que le président de la République doit avoir premièrement vocation faire la guerre entre les États, papa. Nous ne pouvons pas compter sur la bonne volonté. Nous ne pouvons pas compter sur les amitiés qu'on peut entreprendre. Mais entre les États, il n'y a que des intérêts. Et alors, pour préserver ces intérêts, il faut d'abord, au niveau interne, dissuader toute personne qui a l'intention ou qui compte nous menacer déjà. Ça veut dire que nous devons déjà nous préparer en amont. Pas attendre qu'on puisse nous attaquer et puis nous allons commencer. Non. Là, vous parlez de l'armée. C'est pas bien sûr de l'armée. Très bien. Moi, je suis éberlu lorsque chaque fois j'entends le porte-parole de l'armée dire nous dénonçons la mauvaise foi de l'AFC M23 parce qu'ils ont encore violé, parce qu'ils ont encore avancé, parce qu'ils n'ont pas respecté les mesures. Ce qui est logique d'ailleurs. Ce qui n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas dans la mission qu'a l'État. L'État a la mission de défendre son pays. L'État a une mission de dissuader, cher Moïse. L'État a la mission d'imposer le respect de son territoire. Et nous, notre territoire, jusqu'à maintenant, il y a plus de 6 mois, il y a plus de 2 groupes armés qui se sont dit, écoutez, nous on va aller là-bas, nous allons nous imposer et après avoir pris, lorsque nous allons prendre les armes, le gouvernement central va nous entendre et nous allons encore regagner la table des négociations. Ça veut dire qu'aujourd'hui au Congo, les gens ne veulent plus suivre la voie constitutionnelle ou démocratique que veut la Constitution pour accéder au pouvoir parce que la Constitution reconnaît seules les élections pour accéder au pouvoir. Mais cher Joël, l'effet est déjà là. Qu'est-ce que nous devons faire pour ramener la paix? Cher Moïse, je reviens encore à mes propos. Ce que nous devons faire, ce que la République doit faire, comme je le disais ici, l'article 69 de la Constitution donne au président de la République la vocation de faire la guerre. Avec quelle armée? De faire la guerre. Avec cette armée, il faut nous organiser à l'intérieur. Et moi, je crois, parce que le président Tshisekedi l'avait bien dit, on nous a laissé une armée bien structurée. Ça, c'est le président Tshisekedi qui l'avait dit avant qu'il puisse revenir pour dire l'armée n'était pas structurée telle que je le pensais. Alors, il y a encore le temps. On peut nous organiser parce que ces gens-là sont que dans 2 territoires ou encore 2 provinces. Nous pouvons nous organiser au niveau interne et enfin bouter l'ennemi dehors. Pas attendre à ce que Doha et tous les autres puissent, pour que nous puissions voir un seul mot. Parce que lorsque vous suivez le président de l'Assemblée nationale qui dit que depuis le début des discussions jusqu'à maintenant, rien ne prouve que toutes les parties ou encore la partie AFC M23, ils ne veulent pas quitter le territoire. Alors que lorsque vous rentrez dans des résolutions qui ont été prises par le Conseil de sécurité, on demande à l'AFC M23 de quitter le territoire. Et lorsque vous suivez leur discours, ils disent ils ne veulent pas quitter le territoire
ils vont co-gérer avec Kinshasa. Et si Kinshasa ne veut pas, alors on va gérer le Kivu, mais que nous basculons vers le fédéralisme. Mais on ne peut pas passer fédéralisme comme ça. Ça demande beaucoup de procédures. Il faudra encore remodifier la constitution. Vous voyez un peu comment nous restons en retard. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si nous revenons sur la table des discussions, ça ne profite pas notre population. La population ne profite en rien. Ce sont le gâteau qui sera partagé par le politicien ou encore les personnes qui sont habitués à prendre les armes. Très bien. Merci beaucoup, Joël Nomba. Baron Bachala, les problèmes se posent au niveau des discussions à Doha. Les gouvernements, enfin, les deux parties sont hypocrites, entre guillemets. Nous voulons la paix, que nos territoires puissent revenir dans l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République refuse la cogestion avec le M23. Le M23 refuse de quitter les territoires, d'abandonner tout et de quitter les territoires conquis à l'est du pays. Mais la population qui vit dans ces parties ou dans ces territoires sont entre guillemets en danger, sont entre guillemets maltraités. Et que doit faire le gouvernement en place si, entre guillemets, une fois de plus, les accords ou l'accord de Doha n'est pas conclu? Merci beaucoup, cher estimé Moïse, encore une fois, de m'avoir renouvelé quand même cette opportunité. J'ai suivi très religieusement la question que vous avez posée à mon estimé Enoch Manoka, que je salue en passant par rapport à ses analyses, justement, mais aussi Joël Nomba. Très bien. Face au ministre belge des Affaires étrangères, des Affaires européennes et coopération bilatérale, Maxime Prévost, je crois. Après avoir échangé avec le président de la République, le chef de l'État a présenté sa désapprobation par rapport à ce qui se passe à Doha, contrairement à ce qu'ils s'étaient entendus déjà avec le rebelle du M23. Il a dit, ce que réclament les rebelles du M23, en tout cas, il est tout à fait difficile que la République démocratique du Congo puisse l'accepter. Lui-même promet un plan B. Un peu comme les autres amis qui se sont exprimés sur cette question, je demande au président de la République que ça ne devienne pas comme peut-être un système de nous donner des mots pour qu'on puisse les exploiter des fois même dans les lieux comiques. Aujourd'hui, j'ai vu lors de la cérémonie de la remise des bourses Excellence, je crois, c'est devenu la fondation Lona. Oui. Alors, j'ai vu un humoriste qui s'est servi de la phrase du président de la République prononcée pendant la campagne électorale pour une comédie, par exemple. Pour un humour. À la moindre escarmouche, tout ça. Aujourd'hui, il nous a dit un plan B. C'est lui le président de la République. On les prend comme les commandants suprêmes des forces armées. Aujourd'hui, si Tshisekedi fait la guerre au Rwanda, c'est toute la population qui sera derrière eux. Comment, et même, s'il vous plaît, Cédric, comment il fera la guerre au Rwanda? Comment il va arriver au Rwanda tant que c'est d'abord difficile de récupérer les territoires conquis ici dans notre pays? Mais quand je dis on fait la guerre, la première des choses, c'est pour bouter dehors l'ennemi qui est sur notre sol. Et d'ailleurs, par cette occasion, je reviens vous avez posé également cette question à cher estimé Enoch et Joël Nomba. Les deux parties à Doha, il ne faut pas dire ils ne respectent pas les cessez-le-feu. Non, c'est les Rwandais et ses supplétifs qui ne respectent pas les cessez-le-feu. Les Rwandais acquisent la RDC, plutôt l'M23 acquise l'armée congolaise et vice-versa. Qui finance les M23? Qui finance l'AFC? Qui est sur les sols congolais? C'est le Rwanda. Il y a même des rapports qui les définissent. Très bien. Il y a des rapports. Mais qui doit quitter les sols de l'autre? C'est le Rwanda qui doit quitter notre sol. Nous avons les devoirs, comme l'a dit tout à l'heure Enoch Manoka, de protéger notre sol. Donc aujourd'hui, si on se décide de faire la guerre
à tous ces pantins-là qui sont à Goma et à Bukavu. Ça veut dire nous sommes en train de défendre notre sol. Et donc, si aujourd'hui le président de la République prend cette décision de faire la guerre, la population premièrement sera derrière lui. Oui, Et même l'opposition aujourd'hui, parce que quand on parle aussi de l'opposition, je l'ai toujours dit, je crois que c'est ma deuxième fois de le dire ici, il y a des opposants de bonne qualité. Par là, je reviens encore pour dire, entre Nanga et Martin Fayoul, qui normalement pouvait toucher aux armes? C'est une question. Est-ce que dans ces pays, quand on est frustré, quand ses intérêts n'ont pas été pris en compte, il faut toucher aux armes pour réclamer. Et quand vous touchez aux armes, je m'excuse, vous tuez la population congolaise. Et donc, vous êtes obligé pour vos intérêts, tuer vos propres frères. Est-ce que c'est logique? On doit réfléchir dans ce sens. Alors, quand vous posez la question de savoir le président de la République, moi, j'y reviens toujours. J'ai relevé un point tout à l'heure. Deuxièmement, l'armée. Le chef de l'État, par après, le chef de l'État nous a dit, il a trouvé une armée hétéroclite. Hétéroclite veut dire une armée où il y avait des gens qui étaient de l'extérieur, qui étaient dedans, qui jouaient au jeu de l'ennemi. Mais c'est au-delà des années quand même. Il y a des efforts qui sont fournis dans le secteur de l'armée. On n'en disconvient pas. Mais tout ce que nous voulons, c'est passer à l'œuvre, à la vitesse supérieure. Tout ce que nous voulons, c'est voir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs officiers rwandais qui étaient dans l'armée, qui sont aujourd'hui arrêtés. Il y a même certains officiers congolais qui seraient en complicité avec l'ennemi, qui sont arrêtés. Donc, vous pensez vous pensez que pendant ce temps, l'armée a été réformée et prête à faire la guerre? Cher estimé, moi, je voudrais qu'on me dise, la Constitution dit, pour qu'on réforme l'armée, il faut 10 ans. C'est ce que moi, je veux. Les problèmes, s'il vous plaît. le gouvernement en place parle du problème profond. L'armée a été, entre guillemets, détruite pendant l'époque Kabila. Justement, Félix Tshisekedi, c'est le président de la République. Il est censé déceler tous ces problèmes. Wow. Parce qu'il a les services de... Cher estimé Moïse, pour tourner cette émission, vous avez eu le temps de vous renseigner. Très bien. Vous nous avez parlé ici de ce qui se passe, la demande des États-Unis pour la convocation du Conseil de sécurité sur l'affaire de la RDC. Vous nous avez parlé ici de l'affaire l'Est, tout ça. C'est parce que vous vous êtes renseigné de vos propres efforts. Très bien. Mais le président de la République, c'est quelqu'un, avant de dormir, on lui fait rapport de toute la République. Ça, depuis 2019. Et lorsqu'il se réveille, c'est la même chose. Très bien. Et donc, il est censé avoir toutes les informations possibles. Et surtout, qu'il a la confiance du souverain primaire. Il a la confiance du peuple congolais. Il a la confiance de ces mamans-là qui vendent des matembélés, ainsi de suite. Et sur ces points, moi, je me dis, le chef, ayant ses pouvoirs, il connaît qui mettre où pour en finir une fois pour toutes avec les rebelles. Selon votre analyse, l'armée est structurée ou restructurée. Qu'est-ce qui manque pour faire la guerre? Mais c'est par là qu'on se pose la question. J'ai dit ici que ça face à Maxime Prévost, il a dit il y a un plan B. Là, j'ai dit peut-être qu'il y a un plan B selon le pouvoir discrétionnaire du chef. On ne sait pas quand ça va arriver. Mais peut-être aussi ça n'arrivera pas. Bon, on ne sait pas. Très bien. Alors mais ce que moi je veux, c'est que ça ne soit pas des mots juste pour renchérir notre vocabulaire, mais que ça soit des mots justement pour passer à l'action. Parce que le Rwanda, coûte que coûte, doit quitter les territoires congolais. Très bien. Et même ces rebelles qui ont accepté de toucher aux armes, certains Congolais qui sont parmi les rebelles du 1-23 utilisés par le Rwanda, ainsi de suite. Bien sûr, nous devons nous dire les choses en face. Lorsque la République va faire la guerre au Rwanda, que notre armée n'ait pas pitié de ce gens-là, parce qu'ils trahissent la République. Très bien. Merci beaucoup, Cédric Bachala. On va revenir on va prendre donc, je crois il y a beaucoup à revenir, vous allez prendre dans votre temps. Exactement. Dialogue à Doha, diplomatie régionale et internationale. Camer a déclaré que l'accord de Washington et la déclaration de Doha
n'ont pas changé grand-chose sur terrain. Enoch Manoro, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, merci une fois de plus de la parole. Je crois qu'il faudrait partir de la contradiction Très bien. implémentée par ces processus. Mhm. À Washington, disons, partant de la résolution 2773, Ok. on a reconnu le fait que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo par l'entremise du groupe AFC M23. Très bien. Nous partons à Washington, on signe un accord dans lequel il est reconnu au fait que la République démocratique, la République rwandaise d'abord, doit lever ses mesures défensives et qu'en contrepartie, la République démocratique du Congo doit traquer le groupe FDLR. Déjà, partant de cette occurrence-là, on doit se poser la question, pourquoi aller à Doha? Dès lors que c'est le Rwanda qui, au départ, partant de la résolution 2773, était reconnu comme l'agresseur de la République démocratique du Congo, et qu'à Washington, on a dit que le Rwanda doit lever les mesures défensives et que nous, de notre part, on doit traquer les FDLR, comment on doit encore aller à Doha? Donc déjà, c'était une erreur stratégique sur le plan diplomatique parce que on a rendu l'AFC une partie à part entière dans ce conflit. Très bien. Parce que déjà, le fait pour nous, si on doit rester dans la logique normale, Très bien. le fait pour nous de parler encore du Rwanda ici, c'est une erreur. Très bien. Parce que pour nous, nous et le Rwanda, on s'était déjà mis d'accord à Washington. Maintenant, les problèmes, c'est entre nous et l'AFC M23. Ça, c'est l'erreur diplomatique que nous avons commise, qui ne devrait pas être commise. La deuxième des choses, c'est que nous sommes partis avec ces gens-là à Doha. La logique devait être laquelle? Vous êtes des gens qui sont des supplétifs. Vous êtes financés par le Rwanda. Et donc, à eux, on n'a pas de choses à donner. À eux, j'aurais peut-être aimé qu'on discute sur le fait que, bon, quelle est la vie après la guerre pour ceux de l'AFC M23? Très bien. Qu'est-ce que l'État doit faire? En ce moment-là, la justice transitionnelle devait intervenir parce qu'il n'y a pas de paix sans responsabilisation des acteurs qui ont fait dégrader la paix. Très bien. Il n'y a pas de paix sans mise en exergue des victimes qui ont été mises en branle par une guerre ou par une agression. Déjà, sur ces points-là, il y a une sorte de contradiction qu'il faille relever. Parce qu'ici, on parle du Rwanda au moment où le Rwanda n'est plus à citer maintenant. On ne peut pas citer le Rwanda. Parce que le Rwanda, nous, on a reconnu le fait que le Rwanda doit lever les mesures défensives. Entre un État qui agresse l'autre, un État qui a agressé, allais-je dire, qui doit lever les mesures défensives? Qui défend à une attaque? Comment la République démocratique du Congo pouvait reconnaître le fait que le Rwanda doit lever les mesures défensives dès lors que c'est le Rwanda qui, par l'entremise de ses supplétifs, attaque la République démocratique du Congo? Donc, c'est déjà sous ces points-là. Si on prend l'hypothèse de Doha, c'est déjà un échec. Parce qu'il était bien dit, au regard de la déclaration de principe qui a été signée entre les deux parties, que déjà, d'ici le 17 août, il fallait que le parti se convienne à conclure un accord. Nous sommes aujourd'hui Rappelez-moi un peu la date. Le 20. Nous sommes le 20, donc Le 21 déjà. Déjà, partant de ce qui a été implémenté comme clause dans la déclaration de principe, donc Doha, c'est déjà un échec. Je crois que le président doit se ressaisir. La question de la paix n'est pas une question que du gouvernement. Ça, je dois le faire remarquer. C'est une question qui concerne toute la République. On est ici en interne avec ces gens de l'AFC M23. Si aujourd'hui, là je vous l'ai dit, le président avec toute la classe politique unie, on pouvait facilement traquer cet AFC M23. Les problèmes qui se posent également, c'est que sur le plan politique, le chef de l'État se trouve être isolé. Isolé pourquoi? Parce que ceux de l'opposition ont une posture qu'ils ont adoptée, une opposition non armée. Ceux de l'opposition armée ont également une posture adoptée et ceux du pouvoir ont également une posture qu'ils ont adoptée. Or, vu que la question de la paix met en exergue le salut de la République, on devait nous tous se liguer derrière le chef de l'État. Mais ceux également du pouvoir doivent comprendre que lorsqu'on est en matière de paix, on n'a plus de camp. On ne peut plus réfléchir que quand Fayoulou vient, il va détruire. On ne peut plus réfléchir que quand Fayoulou propose, il va détruire. Ou Délice Sanga ou Matata. Lorsqu'on veut chercher la paix, on ne doit pas traquer les gens. Aujourd'hui, vous avez Moutamba qui est poursuivi. Il y avait Matata Mpogno et consorts. Vous sentez que nous sommes dans un contexte de crise sécuritaire, mais on est tourné vers des choses qui, en réalité, n'auront pas un impact sur la résolution de la crise au Congo. Donc, si Qu'est-ce qu'on va gagner, il y a par crise exemple? sécurité, les détourneurs ne devraient Non. pas, entre guillemets, répondre devant la justice. Je suis juriste et je sais que la justice doit être rendue. Les calendriers de la justice n'est pas à confondre avec les calendriers politiques. Où est les moines? Je suis dans une logique où, lorsqu'on est dans une situation de crise, Très bien. on ne peut pas avoir, par exemple, plus de 5 opposants en exil. Non. Lorsqu'on est en situation de crise, on ne peut pas avoir des opposants à qui on interdit des passeports. Non.
lorsqu'on est en situation de crise, il faut que le chef de l'État crée un climat de paix d'abord entre les acteurs non armés sur le plan interne. Parce que ceux-là, lorsqu'ils seront derrière le chef, nous parlerons nous tous le même langage. Vous savez, les problèmes actuellement, c'est lesquels? C'est parce que le gouvernement peut dire A, l'opposition va dire B. Parce que pour l'opposition, les problèmes avec notre pays, c'est que lorsque vous êtes opposant, vous êtes appelé à tout critiquer. Même lorsque votre pays est mis en exergue ou lorsque la paix de votre pays est mise en exergue, vous êtes appelé à tout critiquer. Ça, c'est également un problème qu'il faudrait que le chef de l'État puisse régler sur le plan stratégique. Vous avez Matata qui est en exil, vous avez Moïse Katumbi qui est en exil. Tous ceux qui essaient d'élever leur voix ici en interne sont en quelque sorte martyrisés. Le problème, c'est que le chef en lui-même n'a pas de problème. Il faut qu'on implémente une politique sur le plan interne. Si nous nous liguons... Déjà, le fait pour nous d'avoir fait signer au Rwanda l'accord à Washington, il est lié. Déjà, sur le plan interne, l'AFC M23 ne représente plus rien. Mais vous avez dit l'accord de Washington a échoué, de deux aussi échoué. Je parle de Washington dans le sens de l'analyse. L'échec, c'est dans la mesure où on a fait de l'AFC M23 une partie unique au conflit. Très bien. Or, ça devait être la logique de vouloir assez que lorsqu'on parle du Rwanda, derrière le Rwanda, il y a l'AFC et M23, c'est clair. Mais lorsqu'on parle du Rwanda et qu'on dissocie le Rwanda et l'AFC M23, en quoi est-ce qu'on parlera de l'agression? Sinon, en ce moment-là, le Rwanda ne nous agresse plus parce que la résolution 2773, lorsqu'elle parle de l'agression rwandaise, elle évoque le fait que cette agression passe par l'entremise de l'AFC M23. Donc, on parle du Rwanda et c'est supplétif. Alors, quand on conclut un accord dans la logique de pouvoir implémenter la paix avec le Rwanda, pourquoi est-ce qu'on doit encore avoir l'AFC M23 comme une autre partie à part entière? Donc, c'est à ce niveau-là qu'il y a des contradictions qu'il faille élucider. Donc, sur le plan interne, je crois que le travail à faire pour l'instant, c'est que lorsqu'on veut engager une guerre contre un État, il faudrait se rassurer que sur le plan interne, il n'y aura pas de traîtres. Il faudrait se rassurer que sur le plan interne, on est unis. Donc, sur ces points-là, les sursauts en question ne viendront pas de l'opposition seulement. Les sursauts viendront du chef de l'État, qui est celui qui conduit la nation et qui peut implémenter des politiques publiques qui viseront à endiguer la crise dans notre pays. Très bien, merci beaucoup. Prenons Joël Nomba. Joël Nomba, aujourd'hui, il y a un accord entre les États-Unis et l'Ouganda pour accueillir des migrants africains. Le Rwanda. Plutôt l'Ouganda. L'Ouganda aussi vient de signer un accord hier pour accueillir les migrants, les refoulés, entre guillemets, migrants africains qui sont aux États-Unis. Ce n'est pas aussi, entre guillemets, une menace pour la RDC. En voyant l'Ouganda, Rwanda, Burundi, qui, entre guillemets, sont toujours présents à l'est du pays, et ils veulent encore faire venir les migrants africains qui sont aujourd'hui en conditions inégales ou illégales aux États-Unis. Vous ne pensez pas que c'est aussi ou encore une autre menace persistante à l'est du pays? Cher Moïse, l'Ouganda aujourd'hui a aussi accepté d'accueillir le migrant qui proviendront des États-Unis, également comme le Rwanda. Je crois que la République doit prendre ses responsabilités en main pour justement faire en sorte que nous n'ayons pas de personnes non identifiées sur notre sol, comme l'est dit, ou encore comme le veut la loi mère, qui voudrait à ce que s'il y a des personnes non identifiées qui n'ont pas de terre, qui n'ont pas de sol au Congo, on doit identifier ces personnes. Alors, tant qu'il y a déjà des problèmes ici au Congo, il y a de ceux qui se réclament être congolais, il y a de ceux qui pensent que les autres ne sont pas congolais. Alors, nous avons déjà des problèmes comme ça. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? À ces moments ici, nous devons d'abord commencer à identifier d'abord les gens qui aujourd'hui sont qualifiés, excusez-moi de le dire comme ça, sont aujourd'hui qualifiés des Tutsis rwandais, et que les autres Congolais n'acceptent pas qu'ils sont Congolais. Et alors, ils se réclament être Congolais. Mais aussi dans ça, il y a encore quelques personnes, aujourd'hui, je peux le dire par la caméra, c'est pas un secret de Polichinelle, il y a des personnes qui ne sont pas Congolais d'origine, qui sont vraiment de Rwandais, mais qui sont déjà à l'Est. Et déjà, nous avons des problèmes. Alors, pour éviter que ces problèmes puissent encore s'accentuer de plus, nous devons bien gérer nos frontières.
parce que l'Ouganda a toujours cette intention-là de piller nos biens, parce qu'ils le font déjà. Donc, il n'y a pas un secret. Nous savons tous bien qu'à part le Rwanda, qui est comme notre pillère phare, il y a encore l'Ouganda, également le Kenya aussi, qui veulent également piller la République. Mais ce que le gouvernement doit faire, c'est qu'on doit bien surveiller nos frontières, de sorte qu'il n'y ait pas le genre qui ont été extradés ou encore envoyés en Ouganda, qui sont dans des conditions illégales, qui ne sont pas en ordre avec les États-Unis pour être en Ouganda. La République doit assurer ses frontières et également identifier toutes les personnes qui sont en frontières pour enfin permettre à ce que si il y a un groupe de gens qui vont peut-être rentrer, parce qu'ils sont toujours comme ça, ils arrivent, vous pensez qu'ils sont là-bas, mais après 1-2 mois, 3 mois, et puis voilà, ils seront là-bas. C'est même histoire avec le genre des Nyamulenge qui sont étaient pas congolais, qui se sont retrouvés sur une colline. Voilà, ils sont devenus Banyamulenge congolais. Donc ce sont des histoires comme ça qu'on ne veut pas que cette affaire puisse encore se répéter. Ce qu'on doit faire, c'est d'abord, comme je le disais, rentrer toujours sur le point de sécuriser nos frontières, identifier les personnes ou encore les groupes de personnes qui sont sur notre sol, parce que ça n'a jamais manqué entre les États. Il y a des personnes qui sont sur notre sol qui n'ont pas de sol ici et qui n'ont été jamais identifiées. Et ces personnes se mettent en couple chaque jour avec le Congolais et chaque jour ils font des enfants. Ces enfants-là auront le droit d'être Congolais. Et demain ou après-demain, ça va nous créer des problèmes et ça va encore créer des groupes armés. Ils vont réclamer des terres. Ils vont encore réclamer des terres, ils vont encore créer des groupes armés. On va leur dire, écoutez, vous êtes Congolais, vous devez réclamer, c'est votre terre. Et ça va encore créer des frustrations. Il y aura encore des cassures entre le gouvernement central et encore avec un groupuscule de gens qui vont encore dire, ben voilà, nous voulons aussi gérer le pays. Voilà. À cette fois-ci-là, si peut-être ils vont pas penser au fédéralisme, je ne sais pas s'ils vont adopter quel système. Très bien. Alors, pour éviter tout cela, la République ou encore le gouvernement doit prendre tout en charge de façon que l'intégrité territoriale ne soit pas encore violée de manière perpétuelle comme le fait le Rwanda avec la AFC M23. Très bien, merci beaucoup. Prenons maintenant les dialogues entre Congolais. On va toujours prendre comme à l'accoutumée Cédric Bachala. Les dialogues entre Congolais. L'opposition ne joue-t-elle pas un jeu de l'ennemi? L'opposition entre guillemets partagée. Il y a Moïse Katumbi, Joseph Kabila et les autres qui sont dans leur camp. Il y a aujourd'hui Kabound et entre guillemets Martin Fayulu qui partagent aussi les mêmes opinions. Et il y a les CC5O qui, l'église, n'arrive pas à se réconcilier avec les autres confessions religieuses pour réconcilier les politiciens. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le dialogue entre Congolais que nous voulons tant pour que la paix revienne d'abord entre nous Congolais aura bien lieu ou aura de l'impact pour, entre guillemets, réconcilier les Congolais? Merci beaucoup, cher estimé Moïse. Mais avant d'y arriver, permettez-moi de prendre quand même certains aspects ici. J'ai suivi très bien mon estimé Joël Nomba qui parle de l'État congolais qui doit tout faire pour protéger nos frontières. Ici, je ne veux pas me voiler justement la face. Très bien. Ici, l'autorité qui a le plein pouvoir aujourd'hui de sécuriser les Congolais, bien sûr, c'est le président de la République, mais à travers aussi le rôle que joue le ministère de l'Intérieur. Très bien. Cher estimé Moïse, la gestion ou bien la protection de nos frontières va dépendre des aspects, notamment techniques. Il y a beaucoup d'aspects que doivent avoir nos services de sécurité, que doit avoir la police et l'armée. Et sur ces plans, on se pose la question, vous et moi, tous les Congolais, que fait le ministère de l'Intérieur? C'est une question. Jacquemin Chabané est en train de nous suivre. Justement. Par rapport à la puissance démographique de la République démocratique du Congo, quand bien même on n'a pas eu recensement, on n'a pas pu justement nous donner justement le nombre exact des Congolais. Mais il faut savoir déjà que nous sommes estimés à des milliers de Congolais. Alors, quelle doit être une politique quelle est la politique qui doit être mise en place pour sécuriser ces milliers-là de Congolais? Cher estimé Moïse, ici à Kinshasa, je vous dis, il y a des quartiers, vous pouvez marcher du matin jusqu'au soir.
vous ne verrez pas un policier. Je dis bien, ici à Kinshasa, vous marchez du matin jusqu'au soir, vous ne verrez pas un policier. Parce qu'un policier, c'est celui qui est censé circuler en ses tenues. Très bien. Un policier, c'est pas celui qui circule en civil. Il est habillé en tenue, il est en train de patrouiller. En plein jour, du matin jusqu'au soir, vous ne verrez pas un policier. Mais si à Kinshasa, tel est le cas, à combien plus forte raison dans nos provinces? C'est-à-dire quoi tout ça? Mais quand on parle de la protection de nos territoires, comment on va protéger des territoires aussi longtemps qu'on n'a pas un nombre important de personnes, des services de la police, dans la police plutôt, et dans l'armée? Je félicite le président de la République lorsqu'il a lancé justement son appel à la jeunesse pour adhérer à l'armée. L'appel a été suivi. Mais on ne doit pas se limiter à ce niveau-là. Et ça ne doit pas seulement être le président de la République seul qui appelle. On a des leaders qui peuvent justement... Vous savez qu'aujourd'hui, même les partis politiques peuvent proposer des jeunes qui peuvent adhérer à l'armée. Les problèmes aussi les conditions que propose l'armée. Aujourd'hui, un parent laisser son enfant intégrer l'armée, c'est comme, entre guillemets, enfin, permettez-moi les termes, c'est comme, entre guillemets, gâcher l'avenir de son enfant. Je sais très bien que Jean-Marc Abound, alors il était, je crois, premier vice-président de l'Assemblée nationale, il l'avait dit en ces temps-là. Mais aujourd'hui, on parle de certaines réalisations au sein de l'armée, comme quoi les soldes des militaires. On parle aujourd'hui de certaines mesures qui sont prises pour justement protéger les familles militaires. Ça veut dire que le pouvoir en place est en train de mettre en place certaines mesures pour justement faire revenir la dignité des soldats qui acceptent de combattre sous les drapeaux. Alors, nous devons quand même savoir aussi que, en tant que jeunes, en tant que patriotes, nous avons aussi les pleins pouvoirs de servir la nation. Vous et moi, cher estimé Enoch, cher estimé Joël Bas, nous sommes en train de servir ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de servir la République. Mais il y a aussi des jeunes qui peuvent adhérer à l'armée et dans la police. Il y a des jeunes qui peuvent être justement formés dans les services de sécurité, ainsi de suite. Très bien. Ça veut dire chacun de nous doit jouer sa partition. Et donc ici, moi je demande au vice-premier ministre de l'Intérieur de jouer quand même sa partition, afin que les Congolais soient protégés. Et de deux, c'est que pour que ces localités-là soient protégées, l'Est de la République soit protégé contre tous ces migrants-là qui viennent, le Rwanda a signé un accord, l'Ouganda aussi, l'Ouganda également. Mais qu'est-ce qui doit être mis en place pour sécuriser les Congolais? Et c'est là qu'on va réfléchir. Dialogue entre Congolais. Je reviens. Un mot très important dans le vocabulaire congolais, mais beaucoup plus mal exploité. Mal exploité dans le sens où, quand on vient à la table de négociation, selon les styles congolais, beaucoup plus, c'est les ports politiques, c'est les positionnements, ce sont des revendications. J'entends parler plusieurs opposants que non, voilà, on doit se dire des vérités en face. Nous avons l'ennemi qui est sur notre sol. Ici, nous nous rassemblons pour réfléchir sur des vraies questions de la République. Très bien. C'est dire des vérités en face. Est-ce que la grande question que moi, je voudrais poser aux autres, à tous ceux-là qui disent nous dire des vérités en face, est-ce que toi, tu veux dire à l'autre des vérités en face? Et tu es en mesure d'accepter aussi que l'autre te dise aussi tes défauts en face? C'est une question. Je ne suis pas contre les dialogues. Je crois dans l'ancien temps, nos ancêtres se servaient de cette opportunité pour régler les différends. Mais est-ce que présentement c'est important? Bon, vous savez, nous sommes dans une période où la République est agressée. Nous avons le plein pouvoir de mettre tout le monde autour de la table pour négocier, pour parler sur des vraies questions et trouver des solutions.
Et moi-même, je peux dire, nous devons nous rassembler pour proposer. Le chef de l'État a regardé sur tel aspect sécuritaire, vous avez failli. Et nous étions dans l'opposition, nous avons décelé cette erreur. Nous vous proposons ceci. Et les dialogues doivent aller dans cette optique. Parce qu'il ne faut pas nous voiler la face comme si peut-être seulement ceux-là qui sont à la gestion de la République, qui connaissent mieux les questions de la République. Ils ont des failles quelque part. Ils doivent accepter aussi de mettre tout le monde d'accord. Et pour moi, je ne suis pas contre les dialogues, je soutiens cette optique, mais je sais que je ne veux pas ces expressions-là, ces vocabulaires-là. Voilà, après dialogue, voilà, nous avons un quota. Cette habitude du partage du pouvoir. Justement, que nous sommes représentatifs, voilà, tous ces vocabulaires-là, on doit mettre ça de côté. Il y a un autre aspect que je voulais épingler. Très bien, rapidement. Je m'excuse. Les dialogues a été véhiculé par une frange de l'opposition qui n'avait pas accepté les dialogues initiés par le président de la République à travers le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité, le professeur Révérend Kolongele. Il y a une frange de l'opposition qui avait refusé catégoriquement. Ils avaient dit on doit mettre tout le monde d'accord et pas ces formats-là. Et selon mes analyses, nous sommes en train de tendre petit à petit dans cette proposition, de cette opposition-là, qui voulait que tout le monde soit mis autour de la table. Mais ce que je veux pas, et j'interpelle cette opposition-là qui était restée radicale, c'est que, en ce moment, il y a de ceux-là qui veulent rejoindre les navires du dialogue, mais avec un positionnement. Lesquels? La recherche de postes. Et donc, ceux-là qui avaient accepté, qui avaient refusé justement de faire les yeux doux au conseiller spécial du président de la République, Révérend Kolongele, et qui voulaient qu'on doit réfléchir sur les vraies questions et non le partage des postes, doivent être vigilants. Parce que ceux-là qui se prononcent aujourd'hui des régions dans les navires du dialogue, ils ne viennent pas avec l'ambition justement, comme on en avait les autres. Ils viennent avec l'ambition, c'est parce que dans le gouvernement Soumina 2, on attendait voir 15 personnes de l'opposition, mais on en a eu 2, 3, et puis on n'est pas satisfait. Nous aussi, on doit intégrer les dialogues, et puis faire entendre notre voix, et chercher, c'est taper des postes. Et c'est là où les bas blessent. Et c'est par là que moi, j'interpelle la population congolaise à une vigilance extrême contre ces politiciens qui viennent pour leurs intérêts mesquins au lieu de placer les intérêts de la République au premier plan. Très bien, merci beaucoup Cédric Bachala. Enoch Manoka, dialogue entre Congolais. Voilà, merci une fois de plus de la parole. Je crois que je pourrais revenir sur certaines questions ici. À l'occurrence, le fait que les États-Unis d'Amérique aient signé un accord avec le Rwanda et l'Ouganda pour accueillir les réfugiés. Très bien. Je crois qu'en géopolitique, comme je l'ai dit au départ, les actes sont patents. Les États-Unis d'Amérique nous ont aidés comme médiateurs dans le conflit entre nous et le Rwanda. Et la décrispation quand on est médiateur, il faut rassurer les deux parties dans les actes que vous posez, dans vos relations également avec ce parti. Très bien. En tant que médiateur, jusqu'à preuve du contraire, les processus de Washington n'ont pas encore été mis en exécution parce qu'il y a de ces clauses qui n'ont pas encore été exécutées. À l'occurrence, nous sommes encore à Washington, on attend l'issue à Doha, on attend l'issue de Doha pour procéder à l'exécution. Très bien. Comment expliquer le fait qu'un État médiateur d'un conflit entre vous et un autre État puisse envoyer des réfugiés dans cet État qui est votre adversaire? Qu'est-ce que ça vous donne comme signal? Ça vous donne l'impression que cet État a un parti pris. Parce que comment expliquer le fait que vous envoyez des gens là-bas? Pourquoi envoyer les gens là-bas? Cela prouve à suffisance que le Rwanda est une terre promise. Ça, c'est le premier aspect. Très bien. Deuxième aspect, c'est par rapport à la sécurité. Mais qui sécurise le peuple congolais à l'Est? C'est encore ça le danger, parce que nos frontières entre le Rwanda et l'Ouganda sont pratiquement entre le main de l'AFC M23. Alors, ce qui prouve à suffisance que si l'AFC M23 applique les calendriers du Rwanda, il y a danger que ces gens entrent au sein de notre pays. Parce qu'en ce moment-là, comme on dit que l'AFC M23 est constitué des pantins du Rwanda, qu'est-ce qui va empêcher à ces gens-là de faire entrer des Rwandais dans notre pays?
Et qu'est-ce qui nous fait croire que ce n'est pas en train d'être exécuté? C'est cela le problème. Donc, il y a lieu que l'on puisse chasser ces gens de notre territoire. Alors, je crois que pour revenir sur l'aspect du dialogue, Très bien. l'histoire politique de notre pays nous renseigne que les dialogues, il est d'habitude que le dialogue est souvent sous la médiation, soit de l'Église catholique, soit de l'Église catholique et les CC en connivence. Parce qu'on estime que l'Église catholique a toujours joué un rôle très actif dans la politique de notre pays. Mais ici, vous avez, d'une part, l'Église catholique qui a été reçue en amont par le président de la République, Très bien. avec la proposition d'implémenter un processus de paix visant à mettre en exergue tous les acteurs et de l'opposition armée et non armée, afin qu'on puisse endiguer la crise congolaise. Très bien. Ces gens-là sont partis voir les différentes parties prenantes, mais ici à Kinshasa, quel a été le narratif? C'est que le fait pour l'Église catholique d'être reçue par CDLF M23 prouve à suffisance que l'Église catholique, dans une certaine mesure, a ou applique les calendriers du Rwanda. Le fait pour l'Église catholique de discuter avec le président du Rwanda prouve à suffisance que l'Église catholique applique les calendriers du Rwanda. Le fait pour l'Église catholique de dire que nous avons senti l'engouement dans le chef des différentes parties prenantes et que nous voudrions que la paix revienne et que nous sommes soutenus par toutes ces différentes parties prouve à suffisance que l'Église catholique, pour cela, que l'Église catholique serait soutenue par le Rwanda. Donc, vous allez comprendre que si on avait laissé ces processus aller jusqu'au bout, peut-être qu'aujourd'hui, on ne parlerait plus de cette question du dialogue. C'est parce que déjà, nous-mêmes, de notre côté, on a voulu dire une chose et son contraire. Parce que l'Église catholique s'est mise dans un processus après être reçue par les chefs de l'État. C'est que sous-entend que l'Église catholique, en allant voir ces gens-là, avait d'abord en amont parlé avec le chef. C'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est qu'au niveau de l'opposition, il y a une sorte de fissure entre ceux qui estiment que Martin Fayulu serait des connivences avec le président de la République, avec son camp de la patrie, et ceux qui sont entre guillemets de l'opposition radicale. On met des côtés, c'est de l'opposition armée. Parce que Martin Fayulu, au départ, cette guerre a commencé pratiquement en 2022, je crois au mois de juin. Très bien. C'est le premier opposant à avoir demandé le dialogue. Ça, on doit le noter. Et ensuite, Martin Fayulu, lors des élections, vous dira qu'on ne peut pas prendre part aux élections parce que le processus n'était pas bien organisé. En 2025, Martin Fayulu part voir le chef de l'État parce qu'il estime que la crise actuellement nous met dans une posture de pouvoir nous unir pour faire face à l'ennemi parce que la crainte de Martin Fayulu, c'est la balkanisation. Très bien. Mais d'un autre côté, vous avez des opposants comme Moïse Katumbi, vous avez des opposants comme M. Joseph Kabila, vous avez des opposants comme M. Delis Sessanga, qui dans une certaine mesure ne se trouvent vraiment pas concernés dans ce qui se passe en interne. Parce qu'il y a des raisons comme quoi c'est de l'ensemble. Pour certains n'ont pas de passeport. Monsieur Moïse Katumbi en exil. Vous avez Matata Mponi qui a été condamné à la Cour constitutionnelle. Vous avez Joseph Kabila à qui on essaie de dire qu'il n'est pas congolais. À un moment, on dit que c'est lui le patron de la FCM23. Alors, dans un climat pareil, inéluctablement, il serait difficile que les dialogues soient implémentés par les chefs de l'État. C'est dans ça que cela justifie bien évidemment le fait que ces opposants-là aient refusé d'entrer dans les dialogues qui devaient se passer, disons, les consultations avec M. Béran. Alors, on nous a appris que M. Kabila aurait convoqué certains membres de l'opposition au niveau du Sénégal pour discuter. Mais déjà, à ce niveau également, c'est de l'opposition estime que Martin Fayulu ne doit pas prendre part à cette organisation. D'ailleurs, après, c'est Penga affirmé hier sur le plateau de Bossolo qu'ils ne sont pas informés. Exactement. Donc, ce qui prouve à suffisance que déjà ici, on a deux oppositions. Une opposition républicaine, s'il faut le dire en ce terme, qui amène des propositions, et une opposition radicale qui s'estime être martyrisée. Ça, c'est de un. Deuxième des choses, c'est que si on veut d'un dialogue, il faut déjà qu'on se mette d'accord sur les objectifs à poursuivre. Très bien. Un TDR bien défini. Exactement. On veut dialoguer. Pourquoi? C'est ça la question qu'il faille se poser. Très bien. Est-ce qu'on veut dialoguer pour résorber la crise ou on veut dialoguer pour se partager le gâteau qui est le pouvoir? Parce que si vous entendez ceux de l'opposition, ils vous diront que pour nous, on estime que le problème, c'est Tshisekedi. Donc, en allant vers les dialogues, la première proposition, c'est que Tshisekedi doit partir, conduire la transition. C'est à ces niveaux. Mais il est en plein mandat institutionnel. Voilà, c'est à ces niveaux qu'il se pose de problèmes sur le plan des objectifs. Mais déjà, pour avoir une fois discuté sur ceux qui ont implémenté le pacte social, je crois que le pacte social peut nous aider à pouvoir endiguer la crise congolaise. Mais moi, je pense, pour ma part, qu'il faut d'abord qu'il y ait un avant-dialogue. C'est-à-dire? Cet avant-dialogue,
consistera à quoi exactement? C'est-à-dire que les différentes parties prenantes doivent envoyer leurs représentants pour que l'on puisse d'abord discuter sur ce à quoi on va dialoguer. Ok. Parce que tantôt on veut dialoguer sur la crise sécuritaire, tantôt on veut dialoguer sur la crise politique. Quelle est la crise qui est importante actuellement et en vertu de laquelle on doit dialoguer? Est-ce qu'il y a une crise politique? Mais si vous suivez ces Lamouka, ils vous disent qu'il y a eu fraude électorale en 2023. Et que parmi les crises congolaises, pour eux, ils estiment que la crise est également politique. Et que M. Tshisekedi n'a pas été élu en 2023 pour eux. Alors que nous, quand on parle de dialogue maintenant, on voit la crise sécuritaire. Très bien. Alors déjà, sur ces points-là, si les gens se mettent sur une table où vous avez plusieurs objectifs différents, vous n'allez pas atteindre l'objectif que vous êtes assigné au départ. Donc déjà, sur ces points-là, j'ai craint fort qu'on aille au dialogue, mais qu'on ne finisse pas les dialogues parce qu'on va faire du pêle-mêle. Tantôt, vous parlez de la crise politique, tantôt, vous parlez de la crise sécuritaire. Chacun viendra avec ses objectifs. Exactement. Donc, il faut qu'on se mette d'accord. On veut du dialogue? Oui. Pourquoi? Si on veut du dialogue pour faire face à l'FCM 23, bon, d'accord. Mais encore aussi, il faut faire montre d'une chose, c'est que l'opposition est également, dans une certaine mesure, hypocrite. Pourquoi? Parce qu'elle estime que si aujourd'hui nous dialoguons et que Tshisekedi parvenait à chasser l'AFCM 23 du territoire congolais, pour eux, ils estiment que Tshisekedi voudra briguer encore un autre mandat ou voudra glisser. Oh, Pour eux, il va réussir son mandat qui, dans une certaine mesure, pour eux, est un mandat qui est déjà en plein échec. Vous voyez un peu, donc c'est aussi ça, cette hypocrisie qui ne peut pas nous aider à faire avancer notre pays. Mais ceux du pouvoir également doivent comprendre que la résolution de la crise n'est pas l'apanage, surtout pour ce qui est de la sécurité du pays, ce n'est pas l'apanage du chef de l'État, en ce sens que, bien qu'il est détenteur de pouvoir constitutionnellement garanti, mais il lui faut un soutien également patriotique venant et de l'opposition et de la population. Très bien, merci beaucoup, Enoch Manoka. Joël Nomba, je crois qu'on va finir avec ces tours de table. Dialogue entre Congolais. L'opposition déjà partagée. La majorité aussi joue à une fille vierge. Il ne faut pas dialoguer, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Il n'y a pas une crise pour dialoguer. Est-ce que le dialogue présentement est important pour résoudre cette crise sécuritaire? Merci beaucoup, cher Moïse. Mais déjà, il faut dire que les personnes ayant décidé de prendre les armes contre la République doivent être écartées de ces dialogues si le chef de l'État va estimer impérieux. Même s'ils sont congolais. Ils doivent être écartés du dialogue parce que si on prend les personnes qui ont pris les armes et on les met à la table avec les personnes qui ont décidé de faire l'opposition de manière démocratique, ça veut dire que vous encouragerez encore les autres personnes qui seront à cette fois-ci-là, une fois être d'accord avec les autres et qu'il y a une petite partie des personnes qui faisaient partir de la rébellion et ils vont toujours entrer dans la rébellion pour dire mais mon cher, écoutez, nous on va rentrer dans la rébellion et ils vont faire le gouvernement de l'Union nationale. Nous on va rentrer dans la rébellion, on va beaucoup plus nous considérer. Ils vont tirer leur jurisprudence sur tout ce qui va se passer. Si vous associez le personne ou encore le rebelle, ils sont connus de tous. Alors, ce que moi je veux, c'est qu'on écarte d'abord toutes les personnes ayant décidé de prendre les armes contre leur public. Et ils sont connus de tous. Et à cette fois-ci-là, on va prendre les personnes qui ont décidé de faire l'opposition de manière démocratique. Ils font partie du conflit. Mais comment écarter ces personnes, entre guillemets, principales qui font partie du conflit? Vous allez dialoguer. Moïse. Vous allez dialoguer avec qui, pourquoi? Cher Moïse, le conflit armé que nous voyons aujourd'hui a été créé par des Congolais qui sont allés demander l'aide des autres pays pour enfin venir agresser. Il faut les écouter. Écoutez quoi? C'est ça le dialogue. Cher Moïse, lorsque l'enfant commet de bêtises à la maison, il doit être puni. Et la punition doit être sévère et sans blague ou encore sans complaisance. Très bien. Et donc, les personnes qui ont pris les armes contre la République doivent être punies sans complaisance. Parce que si vous prenez ces personnes, vous le mettez à la même table avec les personnes qui ont décidé de faire l'opposition de manière démocratique, notamment le foyer ou les autres, cher Moïse, une fois que vous êtes d'accord avec toutes ces personnes et que les quelques-unes entre le rebelle qui sont venus à la table, s'ils ne seront pas d'accord, ils vont encore rentrer dans la parce qu'ils sont nombreux, mon cher. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, si Tshisekedi disait de faire un gouvernement avec les gens
Prenons l'option dont vous parlez. Très bien. On prend les gens qui sont dans la rébellion et l'opposition non armée Très bien. avec les gens de l'Union sacrée. Même si Tshisekedi faisait un gouvernement, c'est pas tout le monde qui va intégrer le gouvernement. Même si on le mettait dans des institutions, ce n'est pas tout le monde. Il y aura toujours une petite partie qui sera lésée. Il y aura toujours des Mais aussi à l'est du pays, n'oublions pas, jusqu'à maintenant, ils ont le contrôle. Très bien. Et ils savent où ils ont laissé des trous. Ils savent où ils ont caché des trous. Alors, pour bien le faire, ce que nous devons appeler les personnes et conscientiser surtout l'opposition non armée à mettre d'abord l'intérêt général. Parce qu'il y a les autres qui pensent que voilà, si on vient avec Tshisekedi dans la même table, s'il réussit à mettre le Rwandais en dehors de notre pays, s'il réussit à rétablir effectivement l'autorité de l'État à l'est de la République, c'est Tshisekedi qui sortira vainqueur. Écoutez, nous allons sortir comme de... Voilà, on ne va pas nous considérer. C'est qui est vrai politiquement aussi. Oui, mais politiquement c'est vrai, mais mettons d'abord l'intérêt général. Très bien. Si nous voyons l'intérêt général, nous allons faire courte échelle à Tshisekedi qui veut... Maintenant, là, il veut qu'on lui fasse courte échelle. C'est ce que je demande à l'opposition non armée, de faire courte échelle à Tshisekedi. Et ce que je demande à Tshisekedi, c'est qu'ils doivent écarter les personnes qui ont décidé de prendre les armes afin de donner une leçon. Parce que, cher Moïse, je prends l'exemple banal. Lorsqu'une personne commet une infraction, cette personne est punie. Pas pour lui faire du mal, mais pour dissuader les autres qui auraient peut-être l'intention de commettre Donc, en bref, vous pensez que le gouvernement, le pouvoir doit dialoguer avec l'opposition non armée pour former un camp contre les rebelles. Nous devons dialoguer. Je ne suis pas de la majorité, mais je demande au gouvernement de dialoguer avec l'opposition non armée afin de faire le camp de la patrie et enfin bouter l'ennemi dehors. Et non associer les gens qui ont décidé de prendre les armes. Les gens ou encore les personnes qui ont décidé de prendre les armes en se s'arc-boutant sur l'article 64 de la Constitution pour dire, écoutez, chers Congolais, mais ils lisent mal la Constitution, ils comprennent mal l'article 64 de la Constitution. L'article 64 ne donne pas aux Congolais le pouvoir ou encore la possibilité de prendre les armes lorsque vous êtes lésés dans vos droits. Très bien. C'est pas ça. J'avais entendu Langa parler de ça, mais c'est pas ça. La Constitution a organiser un seul mode d'accession au pouvoir qui est dans l'article 70. Donc, vous devez passer aux échéances, aux élections. Très bien. Dès que vous gagnez ces élections, c'est comme ça que vous serez président. Mais tant que vous n'êtes pas passé par le mode prévu par la Constitution, carrément, vous êtes en dehors. Et donc, toutes les personnes ayant décidé de prendre les armes doivent être punies de manière sévère et très rigoureuse et enfin de céder des leçons à toutes les personnes qui voudront. Parce que chez Moïse, aujourd'hui, il y a les jeunes qui grandissent, ils voient ce qui se passe et ils se disent, voilà, ils étaient dans la rébellion. La jurisprudence est vraiment abondante. Très bien, ils vont voir l'histoire du Congo, toutes les personnes qui ont pris les armes, ils ont été mixés dans l'armée, les autres dans les institutions, les autres à la présidence, les autres dans le gouvernement. Qu'est-ce que les jeunes vont prendre comme l'exemple? Si moi aussi j'ai fait la rébellion, un jour je serai dans les institutions, un jour je serai ministre, je serai président de l'Assemblée nationale, je serai colonel de l'armée, je serai général de l'armée. Alors, nous devons donner des exemples. Parce que la génération qui arrive doit avoir des bonnes leçons. Nous devons léguer une très bonne histoire, nous devons léguer la morale, la bonne morale, nous devons léguer des bonnes notions à nos enfants, de sorte à ce que lorsque nos enfants voudront accéder au pouvoir, qu'ils puissent suivre la voie démocratique qui sera notamment dans la Constitution. Merci beaucoup Joël Nomba, merci beaucoup aussi à vous auditeurs et internautes. Les problèmes que la République démocratique du Congo est très profond, nous ne pouvons jamais en finir dans une émission d'une heure du temps. Merci à Cédric Bachala, merci à Enoch Manoka, à Joël Nomba une bonne fois. Et moi de la fin n'y est pas. Une fois de plus, nous sommes vraiment à la fin. Merci à Rissel qui a été derrière les caméras. L'émission va continuer la semaine prochaine. On va encore revenir pour parler d'autres questions d'actualité. L'émission est à votre disposition sur YouTube. Merci de partager et de faire ce que tout Congolais puisse les suivre et prendre ses responsabilités à l'avenir. Merci beaucoup. On se retrouve le jeudi prochain pour ce même plaisir. Au revoir.